Maman Blanche. Maman Blanche. Assassin. Assassin. Alors, justice pour Maman Blanche. Justice pour Maman Blanche. Justice pour Maman Blanche. Merci. Justice. 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 Maman. Pour Maman Blanche. Assassin. Pour Maman Blanche. Assassin. Pour Maman Blanche. Pour Maman Blanche. Assassin. Pour Maman Blanche. Assassin. Pour Maman Blanche. Assassin. Pour Maman Blanche. Assassin. Aujourd'hui, je suis la petite sœur du bois. Nous voulons la justice, la vérité, nous voulons voir la transparence, que nous soyons plus amis. Alors, justice pour Maman Blanche. Justice pour Maman Blanche. Justice pour Maman Blanche. Merci. Justice. 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 Maman Blanche. Maman Blanche. Maman Blanche. Maman Blanche. Maman Blanche a fait ça. Ça va être chaud. Blanche sera avec nous, en tout cas à la marche, elle sera présente. Donc on compte sur vous, vraiment de venir très nombreux et nombreuses. Venez, implorant que le Seigneur puisse se manifester. On veut la justice. Tout ce qu'on demande, nous voulons la justice, la vérité. Nous voulons les éclaircissements sur cette mort de Maman Blanche. Voilà. Donc demain, nous vous attendons vraiment. Venez, venez, très nombreux et nombreuses. Venez parce que demain, ça va être chaud. Demain, ça va être du lourd. Demain, alors c'est à 13h. Après, je vais gagner quoi? Après, je vais gagner ta mère la chauve, ok? Alors, bah bon, toi exactement comme moi. Et que ça puisse rester comme moi. Viens, André, viens. Avant de vous parler de la révélation, regardez-moi cette photo. C'est qui ça? C'est qui là-bas? 2. C'est qui derrière Maman Blanche? 3 fois. Derrière Maman Blanche là, qui est cette femme avec le masque? 3 fois, je repère. Et qui est cette femme avec les cheveux tirés en arrière? 4 fois, je repère. Regardez, la dernière va vous surprendre. La dernière photo. Voilà la dernière photo. Regardez très bien cette photo et on va en parler. On dit, le criminel revient toujours au lieu du crime. La révélation que je vais vous dire, écoutez très bien. Voici Blanche Kandolo, l'hypocrite que j'ai donné le nom. C'est ici là qu'elle vous faisait croire qu'elle vit le véritable amour et qu'on lui a donné une bague malgré qu'elle avait 4 enfants. Réfléchissez sa parole. Cette personne encore sur la photo, regardez qui est encore cette personne. Aïcha Robocop, 5e photo. Qui était là-bas? Qu'est-ce qui se passait avec cette photo? Regardez très. Qui est dans cette photo? Une photo pareille à l'hôpital. C'est pourquoi? Donc ça veut dire que tu as mangé quelque chose qui ne va pas. Une substance que vous connaissez, ça commence par la lettre P-O-I-S. Voilà. Je reviens sur la révélation de ce jour, le 15 août 2021. Aujourd'hui, je suis en train de me voir, me diriger devant plusieurs personnes. Et quand j'arrive devant ces personnes, ce sont des panélistes. La parole qui est sortie dans ma bouche est ici. Vous les panélistes, ne prenez pas l'affaire de Blanche et de Marcelo Tounassi pour faire le buzz. Dites la vérité dans cette histoire. Vous êtes en train de prendre de parti prise alors que la vérité est là. La famille Kandolo connaît la vraie version. La famille Tounassi connaît la vraie version. La famille de la maman de Blanche connaît la vraie version. Voilà ce que je disais. Et il y avait 3 grands panélistes qui étaient devant moi. Et derrière ces 3 grands panélistes, il y avait d'autres panélistes qui étaient là. Je leur ai dit, cette histoire, le Dieu créateur arrive et il est déjà là. Donc faites très attention. Vous qui avez le bon parler dans les réseaux sociaux et que vous voulez faire comme l'histoire d'Alexandra, prendre un parti et abandonner l'autre. Sachez que la mère de Blanche connaît beaucoup de choses. Elle ne vous a pas jusqu'à aujourd'hui certifié quelque chose. La révélation s'est arrêtée là où je vous ai dit. Faites attention. Voilà la révélation. Je vais vous dire quelque chose encore. La mère de Blanche ne vous a pas dit jusqu'à aujourd'hui
de quel côté était Blanche lorsqu'elle téléphonait avec elle. Juju ne vous a pas dit aujourd'hui, la grande sœur de Blanche. Si Blanche lui avait certifié qu'elle allait en Turquie, en passant par la Belgique, vous avez deux versions. Passant par Paris, passant par Belgique. Là, faites attention. Le Dieu créateur que j'adore, il est en train de venir. Malheur aux panélistes qui sont dans le buzz. Il vous serait arraché la parole. Il vous serait arraché la couronne que vous cherchez. Malheur aux panélistes qui sont dans le buzz. Ne prenez pas cela comme l'histoire d'Alexandra. Quand je vous disais que Rosemary Diego va devenir influenceuse, qui m'a cru? Personne. Ce couple de Rosemary Diego, la mère d'Alexandra, est devenue influenceuse à cause de vous. Elle a pris le rythme de sa fille pour devenir influenceuse, alors que c'est elle qui aurait sacrifié sa fille, Rosemary Diego, avec Georges Loumaï. Je vous avais dit sur cette histoire que Alexandra n'a jamais été étudiante. Et comme je l'ai dit, Blanche n'a jamais bougé de la RDC. Donc Rosemary vous a menti. Et la famille de Blanche, l'hypocrite, est en train de vous mentir. Que cette famille vous dise la vérité dans cette histoire. Selon moi, Rosemary a escroqué la cagnotte. Elle a cassé la pétition. Et alors, je vous ai parlé de la cagnotte de Blanche. Je vous ai parlé de la pétition de Blanche. Et aujourd'hui, vous êtes parti encore de tomber dans cette histoire. Je vous ai dit, cette cagnotte n'ira nulle part. Et je vous ai dit, cette pétition n'ira nulle part. Parce que la personne qui aurait trahi la cagnotte dans les réseaux, c'est Rosemary Diego, à propos de Alexandra. Elle vous a escroqué la cagnotte, elle ne vous a pas remboursé. Et elle a cassé la pétition parce qu'elle savait qu'elle était dans le faux. Alors, à bon entendeur, Saline, méfiez-vous du fanatisme, du suivisme. Méfiez-vous de la haine et de l'amour que vous mettez ici dehors. Méfiez-vous de l'émotion que vous amenez dans les histoires qu'on doit chercher la vérité. Ce n'est pas parce que c'est une personne de ton pays, ou ta soeur ou ton frère. Moi, je suis pour la justice divine. Le Dieu créateur que j'adore, il a dit cette histoire doit aller en justice et non arrangement à l'amiable. Là, quand vous regardez cette action, c'est pour vous montrer que Blanche, l'esprit de Blanche, était dans ce mariage. Je suis Manoa Liben, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. Je répète encore la révélation. Malheur à ceux qui vont prendre cela pour faire le scandale. Je suis venu vers un groupe de personnes pour leur parler ceci. C'était des panélistes. Je leur ai dit, faites attention. Ne prenez pas ça pour le buzz. Dites la vérité de tous les côtés. Dites la vérité de tous les côtés. La maman de Blanche, les soeurs et les frères de Blanche, la famille de Tunasi, Aïcha Robocop. Le début de la vidéo, je vous ai montré la présence d'Aïcha Robocop partout. Aïcha Robocop avait du poids et Aïcha Robocop était amenée à perdre du poids pour ne plus être reconnaissable sur des photos. À bon entendeur, Saline, ça se passe là. Méfiez-vous. Le Dieu créateur veut qu'on expose toutes ces personnes qui prennent son nom et aller dénigrer son nom devant les fidèles dans la salle comme leur indiscret qui s'appelle l'église. Alors, sortez et dénoncez. Il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Comme Blanche a souffert et vous a trompé. Je ne discute avec personne. Je suis Manoa Liben, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. La vérité. Marcelo Tsunazi, c'est des bandits. C'est des arnaqueurs. Kanguka, c'est un braqueur. En fait, c'est des gens que l'Afrique ne devait pas les laisser en liberté. Ils devaient être condamnés à vie. Toutes ces histoires qui viennent prôner, prêcher, je vais vous prendre deux exemples. Lorsque le M23 envahissait le Congo, les hommes sont sortis que non, on va appeler les Marcelo Tsunazi, tous les pasteurs de l'Afrique et qui vont stopper le groupe rebelle, qui vont les aveugler, ils vont prier, ils vont plus voir la route, ils vont tirer, les balles vont plus rentrer sur les populations. Le lendemain, le M23, le président congolais, il a cru. Le lendemain, le M23, il était là-bas. Pareil pour Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire. Il s'était même séparé avec sa femme parce que sa femme l'avait trompé. Il voulait abandonner les forces de Guillaume Soro. Sa femme lui a dit que chérie, on prie le Seigneur Dieu Jésus. On prie. Jésus va faire qu'on va aveugler tous ces gens-là. Ils vont mourir. Le lendemain, Laurent Gbagbo, il était attrapé à l'hôtel presque sans caleçon. Vous voyez, le Congo, c'est le pays qui prie beaucoup. Tous les Congolais passent leur journée qu'à prier. Et lorsqu'ils font cela, ça bénit la vie d'un petit Français, d'un petit Belge, d'un petit Anglais. Parce que nous, les Africains, on prie le Jésus des Occidentaux. C'est pour ça que nos prières n'arrivent pas vers Dieu. Donc arrêtez ça, c'est Kanguka, c'est Marcelo Tsunazi, c'est ces pasteurs. C'est des gros bandits qu'on doit les condamner à vie. La famille demande qu'on déterre le corps de Maman Blanche. Exactement, on demande à ce qu'on déterre le corps. C'est la famille maternelle ou la famille paternelle ou c'est les deux familles?
Les deux familles ensemble. Hey. Ensemble. Mais c'est la famille paternelle qui a écrit. Oui. Je pense qu'ils sont tous ensemble. Donc, ils veulent qu'on écarte déterrer. Aïe, 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 c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, là, c'est chaud. D'accord. Mais ils ont pas, avant de déterrer le corps, il faut avoir des preuves tangibles de l'accusation qu'ils portent. Là, tout de suite, là, ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. Ok. D'accord. D'accord. Donc, comment vous savez qu'ils n'ont pas de preuves? J'ai une vidéo que la grande sœur, j'ai une vidéo de la grande sœur qui est en train de parler. Oui. Elle dit que non, ils n'ont pas encore de preuves. Ils ont besoin de récolter l'argent qu'ils ont fait de cagnotte là pour aller en Turquie physiquement, aller pouvoir dénicher des preuves. Ils n'ont pas de preuves, ils ne font que spéculer pour le moment. Comment vous pouvez dire ça? Sandy, c'est quel ce qui s'est fait? Sandy. Des audios de feu Maman Blanche qui sont en circulation. Ça dit que moi je voulais même plus parler de cette histoire, mais lorsque je vois la situation, je suis tellement énervé que je me sens obligé de sortir. Je suppose que vous pensez humilier le pasteur Marcelo en le publiant, mais vous ne savez pas en réalité que vous êtes en train de salir l'image de cette femme, de salir sa mémoire, détruire l'image qu'on avait d'elle. Quelqu'un pourra dire, ah, de toutes les façons, elle est partie, mais elle ne repose pas en paix. Non, elle est en train de se remuer dans sa tombe avec ce genre de comportement. Vous dites vouloir la justice et tout, mais j'aimerais savoir, Maman Blanche était au courant qu'elle se faisait enregistrer comme ça, dans ses conversations téléphoniques, en toute intimité avec vous, parce qu'elle estimait que vous êtes des personnes de confiance, elle pouvait exprimer les difficultés qu'elle rencontre dans son foyer. En tout cas, merci de nous informer. Et nous, là, comme ça, on ne va jamais venir auprès de vous parler. Ou du moins, on doit toujours avoir la retenue. C'est très important. Parce qu'on sait que la colère, souvent, peut te pousser à dire des choses. Surtout qu'il y a des choses que je vais pouvoir dire en privé, que je ne pourrais pas dire en public. Quelqu'un énervé pourra même dire, ah, moi, je veux divorcer. Et vous portez ça, vous venez publier ça comme ça. Maman Blanche qui parle de la sorte de sa belle-mère. C'est pas gênant pour vous de publier ça? Ou bien quand elle est morte, vous vous en foutez, en fait. Hein? Et puis le pasteur Marcelo qui l'aurait soi-disant accusé d'infidélité. Et elle dit vraiment, Marcelo, tu me prends pour qui? Tu crois que je peux sortir avec un Égyptien carreleur? Avec tous les hommes avec qui elle serait sortie? Franchement, ce n'est pas son niveau là-bas. Une chrétienne, une maman pasteur. Vous venez balancer les audios comme ça, là, c'est pourquoi on se dit quoi en fait, qu'elle n'était pas en réalité à la hauteur de ce qu'elle faisait en tant que maman pasteur, que c'était pas une chrétienne, voilà, de bout en bout. Elle jouait au douce, au Saint-Denis touche devant les médias, mais une fois derrière, elle pensait autre chose. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous pensez aux enfants de Maman Blanche lorsque vous avez ce genre de comportement? J'aurais appris que vous avez porté plainte. Allez de l'avant avec la plainte. Mais j'espère que vous avez plus de preuves que ces audios. Parce que si c'est le cas, c'est vrai que je suis pas un homme de loi, mais en réalité, avec des audios pareils, le dossier est léger. Hein. J'espère que vous avez d'autres preuves. Hein. Vous avez bavardé. Le pasteur Marcelo a même fait encore une sortie. Il est monté à la chaîne là-bas. Il est parti s'exprimer. Preuve qu'il écoute ce que vous dites. Ça veut dire que non, vraiment, le silence est donc qui se justifie, s'accuse et tout. On ne parle pas, c'est un problème. On parle, c'est un problème. Le pasteur Marcelo a dit qu'il va encore s'exprimer. Et il n'a même pas encore bien parlé. Il n'a pas encore bien parlé. Imaginez-vous aussi que des audios du pasteur Marcelo sortent comme ça, où il est dans son intimité, peut-être avec ses enfants, où il parle et tout. Il y a des choses que je peux dire en privé, que je ne peux pas dire en public. Mais tu n'as pas venu publier ça comme ça, tu penses être vraiment avec des personnes de confiance. Est-ce qu'on peut faire ça? Le pasteur Marcelo n'a pas encore donné complètement de bout en bout sa part. Est-ce que vous connaissez ce qui se passe dans les couples? C'est vrai que vous allez vous dire pourquoi ils ont alors vendu l'image du couple parfait. C'est aussi pour stimuler les personnes à prendre ces directions parce que c'est le chemin que le Seigneur voudrait. Mais si vous avez cru au couple parfait, je ne sais pas trop quoi vous vous trompez. Aucun couple n'est parfait. Chaque couple passe par ses difficultés. Vous avez vu quel couple ici là venir exprimer ses difficultés à tort et à travers sur les réseaux sociaux? On va toujours vous présenter le bon côté. Mais nous-mêmes on passe par nos difficultés. On va pas venir exprimer ça ici n'importe comment. Vous avez pensé que, je ne sais pas, ils allaient toujours venir dire non, aujourd'hui Maman Blanche lui a fait ceci, non, parce que le pasteur Marcelo m'a aussi fait ceci. Quand même. Vous n'allez pas laisser la femme se reposer en paix quand même un peu. Vous dites que vous l'aimez. J'espère en réalité que le procès et tout ça là, ce n'est pas par rapport à l'argent pour être dédommagé. C'est vraiment pour que vous ayez justice et que justice soit faite. Parce que si c'est pour chercher l'argent derrière le dos de la défunte Maman Blanche, sache que c'est désolant. C'est désolant en fait. Oui, moi-même j'aimerais connaître la vérité, même si en réalité, bon, quelqu'un pourrait dire ce ne sont pas mes oignons, mais vu que c'était des personnalités publiques, si on peut savoir les circonstances réelles dans lesquelles Maman Blanche est morte et tout, ce serait pas plus mal. Ça va calmer encore les ardeurs des uns et des autres. Mais en fait, moi j'ai plus l'impression qu'en réalité, vous êtes entré dans un combat avec le pasteur Marcelo, vous voulez à tout prix détruire son ministère. Vous n'êtes même pas à la quête de la justice ou de la vérité. Vous voulez juste en réalité détruire son ministère, voilà, parce qu'il a eu à se marier juste un an après le départ de Maman Blanche. Vous voulez montrer au pasteur Marcelo, comme on peut souvent dire au Cameroun, je vais te montrer, tu ne me connais pas en fait. On peut souvent s'exprimer comme ça au pays, mais c'est triste. Et c'est dommage en réalité. Donc, on est là, on attend, vous avez porté plainte là-bas. Laissons la justice faire son travail, non? Voilà, tout simplement, soyez bénis. Et si justement il dit justement qu'il était dans sa chambre en train de prier pendant 3 heures, il parle de quelle chambre? Parce que là, je ne suis pas sûr qu'on va lui attribuer une chambre pendant 3 heures. Et il ne peut pas, être dans la chambre avant l'arrivée de la personne. Non, la personne rentre dans la chambre, c'est là que le médecin vient lui dire, écoutez, elle est en train de se reposer, prenez quelques temps, dès que ça va être bon, vous pourrez aller lui rendre visite. Mais là, à l'heure actuelle, de quelle chambre on parle en fait? De quelle chambre on parle? Parce que là, s'il s'agit de cet hôpital, bah là c'est mort. Hein. Il y a une communication biaisée quelque part. D'accord? Il suffit juste de voir en fait ce qui se passe par rapport aux femmes qui sont censées accoucher, et on se rend compte effectivement qu'on ne peut pas mettre en fait une salle très très loin de la salle d'accouchement, parce que dès que la femme elle sort et qu'on a pris en charge le bébé et que voilà et tout, on a fait tout ce qu'il faut faire par rapport au bébé, de mémoire,
comment dire, on fait descendre la femme et le bébé en même temps, et on l'installe directement dans la chambre. Mais avant, il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de chambre. La personne ne peut pas savoir la chambre qui lui est attribuée, en fait. Donc c'est là, justement, que vient justement se poser toute l'interrogation qui est la mienne. Là, on voit, par exemple, je vais vous montrer, en fait, là, par exemple, on voit une salle. On a l'impression que ça ressemble à une salle d'attente. Ça ressemble à une salle d'attente. La preuve, on voit bien qu'il y a un bureau, là, dans le coin. Donc, est-ce que, comment dire, il était une salle d'attente? On voit justement que là, c'est même pas un bureau, hein, ça semble être une passerelle. D'accord? On voit là aussi qu'il y a des coins détente dans cet hôpital. Ça ressemble même à l'accueil, ça ressemble à l'accueil de l'hôpital. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire. Que toutes ces personnes-là scrutent énormément les réseaux et ensuite ils pondent leur communication en fait. Et ça doit cesser parce que... Et là encore j'ai un autre modèle d'hôpital, on se rend compte que c'est pas un petit truc, hein. C'est pas un truc où tu vas aller au sommet ici, alors je sais même pas où ils sont leurs conseils d'administration, c'est les gens que tu vas au sommet ici pour voir le directeur, pour qu'il t'accorde en fait à évacuer quelqu'un et que tu partes le même jour. Je ne conçois pas en fait ce qui arrive à cette maman quoi. Je ne conçois pas ce qui arrive à cette maman. Le pasteur Marcelo meurt, mais le temps qu'il y a un délai céleste, Dieu, non, il y a une patience, il y a des conséquences. D'accord? Il faut répondre à l'appel de Dieu. Il faut te retirer un peu. Vous dites que vous avez beaucoup de pasteurs là-bas. C'est quoi ça? Hein? Il y a beaucoup de pasteurs dans cette église. Retire-toi. Dieu veut que tu fasses face à la justice. On demande les documents. Tu fournis les documents, c'est tout. Hein? Il y a une pression là-bas. Il faut arranger les pressions. Il faut commencer à dire, toi, tu as donné cet argent, tu as donné ces millions-là, tu as donné 500 000 francs, tu as donné 3 millions, tu as donné 10 millions. Commencez à arranger un peu. Parce que ça va se gâter, hein? Ça va se gâter. On ne sait pas si lui, il a légué toi à ses enfants. Hein? Ou à sa femme, la femme que j'appelle la femme, une femme voleuse. Vous n'avez pas bâti avec un homme, vous tuez une femme, vous venez vous asseoir ensemble. C'est quoi ça? Hein? Non, ça marche pas comme ça. On ne peut plus jamais voir ça. Plus jamais. Ça, c'est la dernière fois. Il faut que ça serve de leçon. Il y a une colère céleste, une colère divine. Je vous ai dit, hein, j'étais dans ce commissariat, je suis sortie. J'étais 30 fois, j'étais 40 fois. Hein? Le gouvernement Congo, même si ne vous levez pas, je dis, le gouvernement Congo, ça va bouger. Les gens vont commencer à entendre cette affaire-là. Le président Félix, il est en train de fermer ses oreilles, mais ça va bouger. Oh mon Dieu, quand Dieu se met à l'avant, on ne peut pas pousser Dieu. Hein? Dieu ne recule pas. L'homme recule, mais pas Dieu. Depuis la mort brutale et incomprise de la femme du pasteur Marcelo Tunasi, le Congo entier n'a plus connu le silence. Les églises, jadis pleines de chants, de prières et de ferveur, sont désormais des lieux de murmures, de doutes et de soupçons. Ce drame a ouvert une plaie béante dans la conscience collective, et partout, dans les marchés, dans les taxis, dans les salons de coiffure, dans les familles, un seul nom revenait en boucle, Marcelo Tunasi. Les fidèles qui hier encore le voyaient comme un guide spirituel intouchable, l'exemple même du dévouement et de la foi, le soupçonnent désormais du pire crime imaginable, celui d'avoir sacrifié sa propre épouse, la douce et respectée Maman Blanche, pour nourrir la croissance et le prestige de son église. Ce n'était pas seulement une rumeur lancée à la légère. Beaucoup rappelaient avec insistance la rapidité troublante avec laquelle le pasteur s'était empressé de tourner la page. À peine quelques semaines après les funérailles expéditives en Turquie, funérailles auxquelles la famille de Maman Blanche avait à peine pu assister, sans même voir correctement le corps, sans recevoir le moindre certificat de décès authentique, Marcelo apparaissait déjà au bras d'une nouvelle femme. Une union célébrée dans la discrétion, mais vite éventée par les réseaux sociaux. Pour beaucoup, cette précipitation était la preuve ultime. Quelque chose clochait. Dans les rues de Kinshasa, les femmes, premières gardiennes de la mémoire et du respect des morts, décidèrent de ne pas rester silencieuses. Elles prirent leurs tricots, leurs paniers colorés, et descendirent par milliers dans les avenues, criant d'une seule voix qu'elles n'avaient plus peur, qu'elles voulaient la vérité, et que cette vérité devait sortir de la bouche même du pasteur Marcelo. Elles exigeaient qu'il montre les documents officiels, qu'il prouve la mort réelle et naturelle de son épouse, qu'il explique pourquoi une femme si aimée avait disparu si vite dans un silence organisé. Les manifestations se transformèrent bientôt en un mouvement national. Ce n'était plus seulement une affaire de famille, ni une simple querelle entre fidèles. C'était devenu une question d'honneur, de justice et de dignité pour tout un peuple. Car si Marcelo Tunasi, considéré comme l'un des pasteurs les plus charismatiques et respectés d'Afrique, avait pu commettre une telle horreur pour renforcer son empire spirituel, alors que dire des autres pasteurs moins connus, mais tout aussi avides de pouvoir et de richesse? Cette interrogation glaçait le sang, et chaque Congolais se demandait désormais « Qui croire encore ?» Dans ce climat d'incertitude, des voix s'élevèrent, certaines accusant ouvertement Marcelo d'avoir pactisé avec des forces obscures, d'autres demandant aux autorités d'ouvrir une enquête officielle. Des journalistes fouillèrent, retrouvant des incohérences dans les déclarations de décès, des témoins affirmant que le corps de Maman Blanche n'avait jamais été vu par sa propre famille avant l'enterrement, des proches parlant de pression exercée pour garder le silence.
Tout cela formait un puzzle inquiétant, une toile d'ombre qui resserrait son étau autour du pasteur. Mais Marcelo, lui, restait droit dans ses bottes. Depuis sa chair, devant ses fidèles restants, il proclamait son innocence, il disait que les attaques venaient de l'enfer, que c'était l'œuvre du diable jaloux de son ministère. Ses sermons devinrent plus agressifs, plus théâtraux. Mais dehors, les cris des femmes, les pleurs de la famille de Maman Blanche, et la colère grandissante des jeunes déchiraient le voile de ses prêches. Car, cette fois, ce n'était pas une simple rumeur passagère, mais un mouvement populaire déterminé à briser le mur du mensonge. Les jours qui suivirent, la tension monta encore d'un cran. Chaque matin, les radios locales ouvraient leurs bulletins avec la même histoire, les protestations contre le pasteur Marcelo. Les voix des femmes résonnaient partout, entêtantes, répétant comme une litanie, « Vérité, vérité, vérité ». Dans les bus bondés, les chauffeurs eux-mêmes baissaient le volume de la musique pour écouter les dernières révélations. Des voisins racontaient qu'ils avaient vu des allées et venues étranges autour de la maison du pasteur, peu avant la mort de Maman Blanche. D'autres affirmaient que des étrangers étaient venus discrètement dans la nuit, des silhouettes vêtues de noir, transportant des valises dont personne ne connaissait le contenu. La famille de Maman Blanche, de son côté, refusait de se taire. Son frère, un homme au regard dur, monta sur les estrades improvisées lors des manifestations pour crier sa douleur et sa colère. Sa voix tremblante mais ferme secouait la foule. « Ma sœur n'a pas eu de funérailles dignes. Nous n'avons pas vu son corps. Nous n'avons reçu aucun certificat officiel. Comment accepter qu'on nous arrache une fille, une mère, une épouse, sans preuve ni respect ?» Ces paroles étaient comme des flammes jetées sur de l'essence. Les femmes pleuraient, les jeunes tapaient des mains, et les hommes levaient leurs poings vers le ciel. Mais ce n'était pas seulement une histoire de deuil. Pour beaucoup, l'affaire révélait un problème plus vaste, le pouvoir démesuré des pasteurs en Afrique centrale. Depuis des décennies, des milliers de fidèles déposaient leurs maigres économies dans les paniers des églises, croyant aux promesses de guérison, de miracles, de prospérité. Marcelo Tunasi, avec son charisme et son éloquence, avait bâti un empire colossal. Ses églises poussaient comme des champignons, ses messages circulaient sur toutes les plateformes, ses images étaient collées sur les bus, les motos, les affiches de rue. Il était devenu une autorité morale, presque un chef d'État parallèle. Mais aujourd'hui, ce colosse spirituel vacillait, et avec lui, tout le système des églises dites de réveil. Les femmes n'étaient plus seules à manifester. Rapidement, les étudiants rejoignirent le mouvement. Ils brandissaient des pancartes où l'on pouvait lire « Pas de sacrifice pour la gloire, justice pour Maman Blanche, les églises ne sont pas des abattoirs ». Leurs chants emplissaient les avenues, et parfois la police tentait de disperser les foules avec des gaz lacrymogènes, mais rien n'y faisait. Plus on essayait de les faire taire, plus les cris se multipliaient. Dans ce chaos, des rumeurs circulaient. Certains affirmaient que Marcelo avait des soutiens puissants au sein du gouvernement, et que c'était la raison pour laquelle aucune enquête sérieuse n'avait encore été ouverte. D'autres prétendaient que des preuves existaient, des documents, des photos, des enregistrements, mais que ces preuves étaient soigneusement dissimulées par ceux qui avaient intérêt à protéger le pasteur. Ce mystère ne faisait qu'attiser la colère populaire. Et Marcelo, au lieu d'apaiser la situation, choisissait d'envenimer les choses. Lors d'un sermon retransmis en direct sur Internet, il déclara « Vous m'accusez sans preuve. Vous croyez aux mensonges de Satan. Ceux qui crient contre moi aujourd'hui seront jugés par Dieu demain. » Ses fidèles applaudissaient dans l'église, mais dehors, les manifestants éclataient de rage. Pour eux, ces paroles étaient une insulte à la mémoire de Maman Blanche, une provocation de plus. Peu à peu, l'affaire devint internationale. Les journaux étrangers commencèrent à s'y intéresser. La rue vibrait comme un tambour battant. Chaque jour, le nombre de manifestants grandissait. Les premières marches organisées par les femmes n'étaient qu'une étincelle. Désormais, c'était un feu qui se propageait partout dans le pays. À Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Goma. Partout, des foules se levaient pour crier justice. Les visages étaient marqués par la fatigue, mais les yeux brillaient d'une détermination nouvelle. On ne demandait plus seulement des explications à Marcelo, on exigeait des comptes, une enquête, une vérité claire et sans maquillage. Les chants montaient haut dans le ciel. Marcelo assassin. Justice pour Maman Blanche. Ces mots, simples mais lourds, résonnaient comme un verdict populaire. Même les enfants, en imitant leur mère, répétaient ces slogans dans les quartiers. Les marchés étaient remplis de discussions animées, chacun ajoutant une pièce au puzzle macabre. J'ai entendu dire que le corps n'était même pas complet. On dit qu'il n'y avait pas de trace officielle d'hôpital. Comment expliquer qu'il ait trouvé une nouvelle femme si vite? Le frère de Maman Blanche devint peu à peu le porte-voix de cette douleur nationale. Il racontait sans relâche comment la famille avait été écartée, comment on leur avait refusé de voir leur sœur une dernière fois. Ces mots étaient comme des flèches qui transperçaient l'âme des Congolais.
on nous a volé une sœur, on nous a volé une épouse, et on nous a volé la vérité. Tant que je n'aurai pas vu de mes propres yeux le certificat authentique de sa mort, je ne croirai pas à cette histoire. Mais Marcelo restait muet face à ces accusations directes. Ou plutôt, il parlait, mais jamais pour répondre. Dans ses prêches enflammées, il se présentait comme un martyr, un innocent persécuté par les jaloux et les ennemis de l'Évangile. Il se drapait dans une posture de prophète incompris, répétant que Dieu seul le jugerait. Mais chaque sermon, loin de calmer les esprits, ravivait la colère. Car ses fidèles de plus en plus divisés commençaient à douter. Pourquoi ne pas simplement montrer les preuves? Pourquoi refuser ce qui pourrait tout clore? Les femmes, en colère, changèrent alors de stratégie. Elles ne se contentèrent plus de marcher dans les rues avec leurs tricots et leurs pancartes. Elles organisèrent des veillées devant les églises de Marcelo. Elles bloquèrent certaines entrées. Elles brandirent les photos de Maman Blanche, souriante, vivante, comme pour rappeler à tous qu'elle n'était pas seulement une figure dans un scandale, mais une personne réelle, une femme aimée et respectée. Chaque photo était un coup de poignard dans la réputation du pasteur. Très vite, des vidéos de ces marches envahirent les réseaux sociaux. Les images montraient des femmes âgées, des mères avec leurs enfants sur le dos, des jeunes filles à l'avenir brisées par le doute, toutes unies par une seule cause. Les #, justice pour Maman Blanche, #Marcelo répond et #stop au sacrifice se répandirent comme une traînée de poudre sur Internet. En quelques jours, le scandale franchit les frontières du Congo et fit le tour du monde. La diaspora congolaise, installée en Europe, en Amérique et ailleurs, entra aussi dans la danse. Des manifestations éclatèrent devant les ambassades. À Bruxelles, à Paris, à Londres, on voyait des pancartes « Marcelo Tunasi doit parler ». Les Congolais de l'étranger, qui souvent envoyaient de l'argent pour soutenir leur famille et parfois même pour financer ces grandes églises, se sentirent trahis. Pour eux, c'était une humiliation internationale. Dans les coulisses, le pouvoir politique commençait à s'inquiéter. Car cette affaire devenait plus qu'un simple scandale religieux. Elle se transformait en crise sociale, capable de mettre le feu à un pays déjà fragile. Certains politiciens opportunistes flairèrent le vent et commencèrent à prendre la parole, exigeant eux aussi une enquête. Mais d'autres, liés d'une manière ou d'une autre aux églises puissantes, préféraient garder le silence. C'est dans ce climat explosif que surgit une question terrible, une question qui fit trembler tous ceux qui osèrent la prononcer. Et si Maman Blanche n'était pas vraiment morte? Cette hypothèse, au début marginale, devint bientôt le cœur du débat. On disait qu'aucune photo claire du corps n'avait circulé. On rappelait que l'enterrement avait été expédié, presque clandestin. On murmurait que son absence servait peut-être à dissimuler quelque chose d'encore plus grave. Ces paroles alimentaient les conversations nocturnes, semant le doute jusque dans les foyers les plus croyants. Le Congo vivait une nuit sans fin, une nuit où chaque vérité semblait cacher un mensonge plus grand encore. Lorsque l'hypothèse de « Maman Blanche toujours vivante » se mit à circuler, le Congo plongea dans un tumulte encore plus profond. Au marché central de Kinshasa, on entendait des femmes chuchoter entre deux ventes de manioc. Et si Marcelo avait caché son corps pour couvrir un sacrifice? Ou bien, et si elle respirait encore, quelque part, enfermée pour qu'on croie à sa mort? Ces murmures, transmis de bouche à oreille, prenaient la forme d'une vérité absolue dans l'esprit du peuple. Les jeunes, déjà en première ligne des manifestations, s'emparèrent de cette rumeur comme d'une arme. Dans les rues, les pancartes changèrent. On pouvait lire désormais « Où est le corps? Montre-nous Maman Blanche. Pas de certificat, pas de vérité. » Les cris fusaient comme des éclats de tonnerre, et chaque rassemblement ressemblait à une tempête. Les chants religieux, qui jadis faisaient danser les foules dans les églises, furent remplacés par des slogans de colère, repris en chœur par des milliers de voix. Les images de Maman Blanche, souriante, en robe colorée, étaient brandies haut comme un symbole de pureté bafouée. Les femmes pleuraient en tenant ces photos contre leur poitrine, comme si elles serraient une sœur disparue. Pour elles, cette histoire n'était plus seulement celle d'un pasteur et de sa femme, mais celle de toutes les femmes sacrifiées, humiliées, ignorées dans le silence des puissants. Marcelo, acculé, tenta une nouvelle fois de se défendre. Dans un sermon retransmis à la télévision, il leva la Bible au-dessus de sa tête et déclara d'une voix forte : « Ceux qui doutent de moi doutent de Dieu lui-même. Ceux qui m'accusent veulent détruire l'Église du Christ. Je n'ai rien à cacher. » Mais au lieu de calmer les foules, ces paroles déclenchèrent une colère plus grande encore. Les femmes répliquèrent aussitôt dans la rue : « Si tu n'as rien à cacher, montre-nous la vérité. » La confrontation était devenue frontale. Des vidéos amateurs, filmées avec des téléphones portables, circulaient sur les réseaux sociaux. On y voyait les foules encerclant certaines églises de Marcelo, empêchant les fidèles d'y entrer, criant « Pas de culte sans justice ». Dans une scène devenue virale, une vieille femme, en larmes, se plaça devant les portes fermées d'une église et lança d'une voix tremblante : «
Marcelo, rends-nous maman blanche, ou rends-nous la vérité. Cette phrase fit le tour du pays. Elle fut reprise dans les journaux, dans les radios, et même chantée par des enfants dans les rues. Elle devint le cœur de la contestation. Pendant ce temps, la famille de Maman Blanche ne cessait de réclamer un certificat de décès authentique. Mais aucun document ne leur parvenait. Chaque jour qui passait renforçait le soupçon. La décision tomba comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé. Les femmes, fatiguées de tourner en rond dans les rues, décidèrent de marcher jusqu'à la résidence privée du pasteur Marcelo Tunasi. Ce n'était plus une simple manifestation symbolique, mais une action directe, un face-à-face que tout le monde redoutait. Elles se rassemblèrent au petit matin, paniers bien attachés, foulards noués sur la tête, certaines tenant des bougies, d'autres des pancartes. Beaucoup avaient leurs enfants sur le dos ou à leur côté, preuve que cette marche n'était pas une affaire politique, mais une lutte familiale, existentielle. Les chants commencèrent bas, presque comme des prières, puis montèrent, puissants, jusqu'à devenir une clameur. Vérité pour Maman Blanche. Vérité pour nos sœurs. Vérité pour nos filles. Les rues de Kinshasa se remplirent. À chaque carrefour, de nouvelles femmes rejoignaient la marche. Les étudiants, les jeunes des quartiers populaires, même certains hommes sensibles à la cause vinrent en renfort. La foule grossissait comme un fleuve en crue, irrésistible, avançant vers la résidence du pasteur. Lorsque les manifestants arrivèrent près du quartier chic où vivait Marcelo, les forces de l'ordre étaient déjà en place. Des policiers casqués, armés de boucliers et de matraques, formaient une barrière. Derrière eux, on devinait les hauts murs peints en blanc de la maison du pasteur, protégés par des caméras et des grilles imposantes. Les femmes s'arrêtèrent devant les policiers. Le silence tomba un instant, lourd, presque religieux. Puis une vieille femme, drapée dans un pagne aux couleurs vives, s'avança seule. Sa voix tremblante mais ferme résonna dans l'air. Nous ne sommes pas venus avec des armes. Nous ne sommes pas venus pour détruire. Nous sommes venus demander la vérité. Où est le corps de Maman Blanche? Où est le certificat de sa mort? Ces paroles furent reprises par la foule, scandées en chœur. Vérité! 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 Les policiers, mal à l'aise, se regardaient entre eux. Ils savaient que la situation pouvait dégénérer d'un moment à l'autre. Mais ils savaient aussi que repousser ces femmes, ces mères, serait vu comme une trahison contre le peuple. La tension monta. Certains policiers baissèrent les yeux, d'autres resserrèrent leurs boucliers. À l'intérieur de la maison, Marcelo observait la scène à travers une fenêtre voilée. Pour la première fois, il comprit que le scandale qu'il croyait maîtriser avait échappé à son contrôle. Ce n'était plus une rumeur, ni un simple bruit médiatique. C'était tout un peuple à sa porte, exigeant des comptes. Son cœur battait fort. Il savait que s'il sortait, il serait assailli de questions auxquelles il n'avait pas de réponse claire. Mais s'il restait enfermé, son silence deviendrait une confession implicite. La foule, impatiente, commença à pousser contre les barrières de police. Les cris redoublèrent. « Marcelo! Marcelo! Sors! Montre-nous la vérité! Justice pour Maman Blanche !» Une pluie fine se mit à tomber sur la ville, mais personne ne bougea. Les femmes restaient là, trempées, leurs tricots à la main, leurs photos de Maman Blanche collées contre leur poitrine, comme une armée pacifique mais indestructible. Elles ne partiraient pas sans réponse. Le grondement de la foule s'amplifiait, une marée humaine qui refusait de reculer. Les chants, les cris, les pleurs se mêlaient à la pluie qui tombait en fines gouttes, transformant la scène en une image presque biblique. Les policiers, débordés, n'avaient plus la force morale de repousser ces femmes déterminées. Certains reculaient légèrement, laissant un espace vide devant les grands portails de la résidence. À l'intérieur, Marcelo marchait de long en large. Ses proches conseillers lui murmuraient de ne pas sortir, de laisser la tempête passer. Mais il savait que la tempête ne passerait pas. Chaque minute de silence creusait un peu plus sa tombe sociale. Les images circulaient déjà sur les réseaux, la foule hurlant son nom, les policiers impuissants, la maison barricadée comme une forteresse assiégée. Tout le monde voyait, tout le monde attendait. Enfin, sous la pression insoutenable, le portail s'ouvrit lentement. Un murmure parcourut la foule, comme une vague qui remonte de la mer jusqu'au rivage. Les cris s'arrêtèrent, remplacés par un silence lourd, suspendu, un silence où chaque souffle comptait. Et là, sur le perron, apparut Marcelo Tunasi. Costume sombre, visage tendu, Bible à la main, regard fuyant mais posture droite. La foule explosa aussitôt. Vérité! 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 Où est Maman Blanche? Où est le certificat? Marcelo leva la main pour demander le silence. Il tremblait légèrement, mais essaya de cacher sa peur derrière une voix forte. « Mes frères, mes sœurs, pourquoi doutez-vous de moi?
Pourquoi croyez-vous aux mensonges des réseaux sociaux? Ma femme est morte, oui, mais c'était la volonté de Dieu. Je n'ai sacrifié personne, je n'ai trahi personne. Ceux qui m'accusent aujourd'hui sont manipulés par les forces du mal. Un grondement parcourut la foule. Des femmes brandirent les photos de Maman Blanche et crièrent. Alors montre-nous le certificat de décès. Pourquoi la famille n'a jamais vu le corps? Pourquoi ce mariage précipité? Marcelo hésita. Son regard glissa vers le sol. Pendant quelques secondes, il resta muet, incapable de donner une réponse claire. Et ce silence, ce court instant d'hésitation, fut plus puissant que 1000 accusations. La foule le comprit aussitôt, il cachait quelque chose. Un cri jaillit d'une vieille femme, repris par des centaines d'autres. Tu l'as sacrifié. Tu l'as vendu pour ta gloire. Les policiers, pris entre l'autorité qu'ils devaient protéger et la colère populaire, restaient figés. Marcelo leva de nouveau la Bible au-dessus de sa tête, sa voix se brisant légèrement. Dieu me juge. Pas vous. Je ne dois rien à personne d'autre qu'à lui. Mais la foule éclata en huées. Des femmes s'agenouillèrent dans la boue, en larmes, priant à haute voix pour l'âme de Maman Blanche. D'autres frappaient sur les barrières, exigeant que Marcelo produise immédiatement les preuves. Les slogans reprirent de plus belle, couvrant sa voix. Vérité ou justice? Vérité ou justice? Le moment tant redouté venait d'arriver. Marcelo, face au peuple, n'avait plus d'échappatoire. Sa voix ne suffisait plus. Son silence parlait plus fort que ses sermons. Alors que la foule grondait, une tension électrique traversait l'air. Les cris fusaient de toutes parts, les larmes coulaient, les slogans se répétaient sans relâche. Marcelo, planté devant sa résidence, tentait de garder une posture de force, mais ses yeux trahissaient une panique intérieure. C'est alors qu'un mouvement inattendu se produisit derrière lui. Un homme, l'un de ses proches collaborateurs, sortit précipitamment de la maison. Le visage défait, le pas hésitant, il leva les mains comme pour demander grâce. C'était un ancien diacre, connu de beaucoup de fidèles, quelqu'un qui avait servi Marcelo pendant des années. La foule le reconnut aussitôt et des voix crièrent son nom, exigeant qu'il parle. L'homme, les lèvres tremblantes, prit la parole d'une voix faible mais audible grâce au silence tendu qui s'était installé. « Je ne peux plus me taire. Trop, c'est trop. Vous avez raison de poser des questions. Vous avez raison de réclamer la vérité, parce que la vérité, Marcelo ne vous la dira jamais. » Un frisson parcourut la foule. Les femmes se rapprochèrent, certaines criant « Parle! Parle !» L'homme inspira profondément, ses yeux rougis fixant le sol. Le corps de Maman Blanche, la famille ne l'a jamais vu, parce qu'il n'était pas entier. Un cri collectif éclata, un mélange d'horreur et de rage. Les pleurs redoublèrent. Certaines femmes tombèrent à genoux, se frappant la poitrine. Le diacre continua, la voix brisée mais déterminée. Elle est morte dans des circonstances qu'on a voulu cacher. On a parlé d'une maladie soudaine, mais la vérité est qu'il y avait des blessures. Des marques qu'aucun médecin n'a su expliquer. La foule hurla. Des slogans changèrent aussitôt. Marcelo assassin. Justice pour Maman Blanche. Marcelo se retourna furieusement vers son collaborateur, les yeux flamboyants de colère. « Tais-toi. Tu n'es qu'un traître !» cria-t-il en pointant un doigt accusateur. Mais c'était trop tard. La parole avait été libérée. Et une fois libérée, elle devenait incontrôlable. D'autres anciens proches de Marcelo, jusque-là tapis dans le silence, commencèrent à se sentir acculés. Ils savaient que le peuple ne lâcherait plus, et que rester du côté du pasteur risquait de les emporter avec lui. Une femme, autrefois assistante de Maman Blanche, s'avança à son tour depuis la foule. La voix tremblante mais claire, elle déclara « J'ai vu de mes propres yeux Maman Blanche quelques jours avant sa mort. Elle était faible, très faible, et elle m'a dit en pleurant qu'elle avait peur. Oui, elle avait peur de son propre mari. » La foule explosa. Des femmes se mirent à hurler, à crier le nom de Maman Blanche comme pour l'appeler à témoin depuis l'au-delà. Les hommes tapaient des poings contre les barrières, la rage montant comme un volcan prêt à exploser. Marcelo, pris au piège, tenta de hausser la voix, de reprendre le contrôle. Ce sont des mensonges. Des inventions du diable pour détruire l'Église. Mais personne n'écoutait plus. Les révélations s'étaient abattues comme une pluie de feu, et le peuple avait choisi son camp. Les visages de la foule n'exprimaient plus seulement le doute, mais une certitude implacable. Marcelo cachait un crime. Ce jour-là, devant la résidence de Marcelo Tunasi, l'histoire bascula. Les révélations tombées de la bouche de ses propres proches furent comme des éclairs qui fissuraient le ciel sombre. La foule, déjà enflammée, devint une marée incontrôlable. Les chants se transformèrent en rugissements.
Les femmes, en larmes, levaient leurs photos de Maman Blanche vers le ciel, criant son nom comme une prière. Les jeunes frappaient leurs poings contre les grilles de la résidence, exigeant que justice soit faite. La colère n'était plus dirigée seulement contre Marcelo. Elle visait tout un système. Dans les rues, on criait « Plus jamais de sacrifices ! Plus jamais de mensonges ! Plus jamais d'église sans vérité !» Ce mouvement devint un soulèvement populaire. Partout dans le Congo, des fidèles commencèrent à quitter les églises dites de réveil. Certains pasteurs, terrifiés, fermèrent leurs temples. D'autres furent pris à partie par des foules révoltées qui exigeaient des comptes. Ce qui n'était qu'une contestation autour d'un homme se transforma en révolution spirituelle et sociale. Marcelo, lui, se retrouva seul. Ses fidèles l'abandonnaient peu à peu. Ses prêches n'avaient plus d'écho. Là où il voyait autrefois des milliers de visages attentifs, il ne restait que des bancs vides et un silence glacial. La justice, sous la pression populaire et internationale, ouvrit enfin une enquête. Le corps de Maman Blanche fut exhumé, et des vérités terribles commencèrent à émerger, confirmant ce que le peuple redoutait depuis le début. Elle n'était pas morte d'une simple maladie. La nouvelle fit l'effet d'un séisme. Les femmes, victorieuses, défilèrent encore une fois, cette fois non pas pour crier leur douleur, mais pour célébrer leur courage. Elles avaient brisé le mur du mensonge. Elles avaient donné une voix à Maman Blanche, et à travers elle, à toutes les victimes silencieuses. Le Congo retrouva une forme de dignité. Certes, la douleur restait immense, mais une vérité avait éclaté au grand jour, et avec elle, un avertissement pour tous les pasteurs qui croyaient pouvoir manipuler la foi du peuple. Désormais, plus rien ne serait comme avant. Et Marcelo Tunasi, autrefois puissant, charismatique et intouchable, devint le symbole d'une chute, celle d'un homme qui avait cru pouvoir cacher la vérité au nom de son ambition. Mais face à un peuple debout, même les plus grands murs finissent par s'effondrer. La dernière image fut celle des femmes marchant sous la pluie, leurs tricots entre les mains, leurs pagnes collés à leur peau, mais leurs visages rayonnants de fierté. Elles n'avaient pas seulement défendu Maman Blanche, elles avaient défendu l'honneur de tout un peuple.